Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois d'avril et j'avais trop hâte de vous le filmer parce que j'ai eu des super lectures ce mois-ci, vraiment des sagas, donc j'ai dévoré tous les tomes en une semaine et j'ai choisi de pimper un petit peu ce bilan en organisant mes lectures d'une manière un peu différente, c'est-à-dire que je les ai classés des livres par des auteurs que je suis le plus susceptible de relire ou ceux que je suis moins susceptible de relire. Donc ceux que je vais vous présenter en premier sont les livres d'auteurs que je vais probablement pas chercher à aller découvrir de nouveau. Voilà, vous me direz si ça vous plaît ou pas d'essayer d'organiser un petit peu le bilan de cette manière, mais j'ai vu Books and Lala qui est un petit peu mon inspiration on va dire sur le booktube américain, canadien parce qu'elle est canadienne, qui organise toujours ses vidéos un petit peu d'une manière différente pour changer un petit peu du format habituel et je trouve ça trop cool. Donc j'avais envie un petit peu de m'inspirer de son idée. Et on commence forcément par mes déceptions et par des livres dont la plume ne m'a pas forcément marqué, ce qui fait que j'ai pas envie de relire des livres de ces auteurs. Et le tout premier, c'est donc This Book Kills de Ravenna Guron, qui est en fait, ça se passe dans une sorte de lycée, je crois que c'est un lycée pour riches, mais on a notre personnage principal qui est boursière, donc elle est un petit peu, elle vient pas du même milieu social, elle s'est pas toujours très bien intégrée, et un jour va y avoir un meurtre sur le campus, et elle va très vite se rendre compte que le meurtrier s'est inspiré d'un texte qu'elle a écrit pour un cours, et pour éviter de perdre sa bourse, eh bien elle va essayer de trouver qui a commis le crime, pour pas que juste on blâme sur la fille qui a écrit l'histoire qui a inspiré le crime. Mais j'ai pas du tout été prise par le récit. Mais si vous cherchez des thrillers young adult avec la vibe de A Good Girl's Guide to Murder, je vous conseille plutôt A Good Girl Guide to Murder parce que il fait tout ce que celui-ci voudrait faire, mais sans réussir à bien le réaliser. Vraiment, j'ai pas été happée, je me suis pas attachée au personnage et j'ai trouvé que le plot twist final était vraiment... c'est gros, c'est pas très logique, ça fait pas trop sens avec ce qui s'est passé dans l'intrigue, enfin bref, ça m'a déçue. Je trouve que parfois, dans les thrillers comme ça, ils veulent faire un très gros plot twist mais qui du coup n'a pas trop de sens, et alors certes tu le prends par surprise parce que t'es là, oh oui ok d'accord j'aurais pas pu le prévoir, mais je peux pas le prévoir parce que c'est pas logique en fait, et que c'est pas crédible. Donc bon, c'est ce qui m'a posé souci avec ce livre-ci, et je pense que je lirai pas d'autres livres de cette autrice parce que vraiment... pas fan de la construction de ses intrigues et de sa plume. Ensuite, on a un DNF. Alors, je ne l'ai pas mis en tout premier parce que je me dis que peut-être que je retenterai cette autrice, même si, j'ai lâché celui-ci en cours de route. J'ai espoir peut-être un jour déjà de reprendre celui-ci et peut-être de tester un autre de ses livres, mais c'est pas super probable, et c'est La gloire à tout prix de Émilie Tesch. J'avais prévu de le lire, on avait commencé à le lire avec mes copines Mathilde et Lauralie, mais on a toutes les trois DNF, tout simplement parce que le personnage principal est absolument détestable. Alors je pense que c'est fait exprès, l'objectif clairement de l'autrice c'est de lui donner un caractère développement énorme tout au fil de l'intrigue, mais au bout d'un moment, moi quand j'avais 60 pages du bouquin et que la nana je peux pas me la piffer et que du coup j'ai pas envie de lire le livre, j'ai pas envie de la voir évoluer, rien du tout, c'est juste elle me frustre, et je préfère passer mon chemin, parce que là on a un personnage qui est homophobe, qui est classiste, enfin bref, plein de trucs comme ça, et même si elle évolue, j'ai pas envie de voir son évolution, déjà qu'en plus de ça, l'intrigue tout autour ne m'a pas happé plus que ça, et le style de l'autrice ne me donnait pas en fait envie d'enchaîner les chapitres. Donc c'est tous ces éléments combinés qui ont fait que je me suis pas forcée à essayer de le terminer. Et pour vous donner le résumé, on y suit donc Kyr, qui est une des meilleures guerrières de sa génération, elle fait partie de l'armée de la planète disparue, donc en gros elle fait partie des dernières survivants de la planète, je crois que c'est censé être Terre, et donc elle vit maintenant dans les entrailles de la station Gaïa, et elle a pour mission de devenir le sorte de bras armé de Gaïa et de partir... faire des missions quoi. Sauf que plot twist, elle va pas avoir l'avenir qu'elle pensait lui être dû, et donc elle va devoir remettre un petit peu toutes ses convictions en perspective, mais je n'aurais pas vu ce passage-là puisque je l'ai arrêté avant. Ensuite, on enchaîne avec deux BD. La première, c'est Opportune de Bossian, j'ai envie de dire, et Migaldi, qui est une sorte de réécriture de La Belle et la Bête, mais version pirate de l'air. C'était assez sympa, mais j'ai pas assez aimé pour avoir envie de lire d'autres livres. Par contre, j'ai bien aimé le plot twist, le retournement de situation était assez cool, mais je trouvais qu'il y avait des trucs qui faisaient pas sens, tout était un peu trop rushé, on nous jette un peu dans l'intrigue in medias res, mais... du coup c'était un peu frustrant. J'ai trouvé que ça m'a empêché de rentrer à fond dans l'intrigue. Et pour vous parler du résumé un peu plus en détail, c'est écrit: il y a 40 ans, la monarchie céleste a été renversée et un sort jeté sur les courtisans transformés en monstres bestiaux, donc d'où La Belle et la Bête. Dans les nuages, où on se déplace en bateau volant, règne maintenant la loi du plus fort ou du plus malin. Parmi eux, Opportune, redoutable capitaine corsaire, traque Épigone, ancien officier royal avide de vengeance. Elle a un appât de taille, le moyen de mettre fin à la malédiction.
Quand une tempête se lève en pleine bataille, les deux opposants sont séparés de leurs équipages et doivent s'allier pour échapper au danger. Une étrange relation se noue alors entre la bête captive et sa belle geôlière. Voilà. C'était bien, j'ai quand même passé un bon moment, mais tout est allé trop vite. Et je pense que j'aurais plus apprécié si ça s'était fait un petit peu plus en longueur. Et deuxième BD que j'ai lu, c'est le tome 2 de Kyle Travel. Ouais, je l'ai bien prononcé je crois, de Marco Russo et Alessio Zono. Je l'ai beaucoup aimé celui-ci, j'aime bien vraiment cette saga, je la trouve très cool, c'est donc le deuxième tome, et on y suit donc le personnage de Kyle qui a découvert, ah bah non, j'allais vous dire le résumé du tome 2, mais en gros, Kyle c'est un enfant, il me semble terrien, qui va se faire enlever par des extraterrestres qui chopent des enfants un peu sur toutes les planètes, et qui les foutent ensuite dans une académie où celui qui sera le plus fort, eh bien deviendra le nouveau gérant d'une planète, je crois un truc comme ça, enfin, genre le nouveau dirigeant d'une planète. Sauf que Kyle, eh bien, il commence à se souvenir un petit peu de sa petite sœur parce qu'il avait un peu oublié, il commence à se rappeler d'elle et il se dit mais moi je veux retrouver ma petite sœur, et donc il va essayer de tout faire pour rejoindre sa planète. Et c'est très cool, c'est mignon, mais il y a des enjeux, l'intrigue est cool, l'univers étendu est plutôt sympa et ça se lit très vite parce que c'est moins d'une 50aine de pages il me semble. Après, j'ai lu Inanna de Emily H. Wilson, qui était ma première introduction à la mythologie mésopotamienne. J'ai vraiment bien aimé, je l'ai mis à cette position-là parce que je lirai clairement le tome 2 qui sera sur Gilgamesh, mais celui-ci est déjà sur Inanna et sur l'épopée de Gilgamesh. Et pour vous parler du résumé, c'est écrit: Inanna a tout d'une impossibilité, la première Anunnaki de plein sang née sur Terre dans l'antique Mésopotamie. Couronnée déesse de l'amour par ses 12 pères immortels vénérés dans tout Sumer, promise à un destin hors du commun, à sa naissance pourtant, la guerre gronde et les Anunnaki, divisés en factions rivales, menacent de tout saccager dans leur conflit. Mariée de force afin de négocier une paix précaire, Inanna comprend vite que sa nouvelle position la met en danger. Gilgamesh, fils mortel d'Anunnaki et séducteur notoire, se retrouve prisonnier du roi Aka, dont l'obsession est d'affranchir son peuple de l'emprise des dieux. Le héros dévoyé se voit cependant offrir une dernière chance de prouver sa valeur. Ninchubar, la fière guerrière, est chassée de sa tribu pour un acte de bonté. Reniée par les siens, elle s'enfuit vers l'inconnu en quête d'une place en ce monde. À mesure que leur odyssée les rapproche, tous trois prennent conscience que leur destin mêlé pourrait bien changer la face du monde à jamais. Et j'ai beaucoup aimé parce que déjà j'ai appris plein de trucs sur la Mésopotamie en règle générale, sur la culture et la mythologie mésopotamienne, parce que c'est quelque chose dont j'avais juste entendu parler mais j'avais jamais lu là-dessus, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui se lit très facilement, j'ai trouvé que voilà, c'était assez abordable pour des personnes qui n'y connaissaient rien. J'ai aimé les trois personnages principaux, donc Ninchubar, Inanna et Gilgamesh. J'ai très envie de savoir la suite. Et j'ai aimé tout le questionnement aussi sur les dieux, leur pouvoir, le pouvoir que leur apporte la croyance aussi du peuple. J'ai trouvé ça très très bien fait. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai très envie de lire la suite et voilà. Si jamais ça vous tente d'en découvrir plus sur cette mythologie, je pense clairement que c'est une très bonne introduction. Par contre, je m'attendais pas à ce que ce soit une saga. En fait, quand je l'ai terminé, il y avait une sorte de plot twist et je me suis dit ah, et je suis allée voir sur Goodreads et effectivement, en fait, c'est une saga. Alors peut-être juste une duologie, mais en tout cas, il y a plus d'un seul tome. Après, j'ai lu ce mois-ci les 2 premiers tomes des Chroniques de Spiderwick que je n'avais jamais lus jusqu'à présent. Voilà, c'est la première fois que je les entame. Je sais que c'est une saga qui a marqué l'enfance de beaucoup d'entre vous notamment, mais moi je les avais jamais lus et je pense que j'aurais adoré plus jeune parce que j'ai vraiment passé un très très bon moment. Il me reste le tome 3 que je suis en train de lire, donc il sera dans mon bilan du mois de mai, mais j'ai trop aimé. C'est donc par Holly Black et Tony DiTerlizzi, j'ai envie de dire, et on y suit 3 frères et sœurs, donc 2 frères jumeaux et une sœur, qui déménagent dans une maison de leur, je crois que c'est leur grande tante, sauf qu'il s'y passe des choses étranges et un de nos personnages, je crois que c'est Jaden, voilà, va tomber sur un mystérieux livre signé Arthur Spiderwick qui va leur parler un petit peu des créatures bizarres, des créatures magiques qui se trouvent dans notre monde et comment s'en protéger. Sauf que eh bien, ce livre va aussi attirer toutes les créatures parfois pas forcément les plus sympathiques à leur porte, et j'aime trop, il y a plein d'illustrations, ça se lit tout seul parce que c'est très court et comme je vous l'ai dit il y a pas mal de dessins et voilà, je pense que clairement c'est des livres que je vais garder pour les faire lire à mes enfants. En plus ça c'est les éditions collector que viennent de sortir Pocket Jeunesse qui sont vraiment vraiment très jolies je trouve, donc bel objet à ajouter à ma bibliothèque et je suis contente d'avoir enfin découvert cette saga. Mince, celui-ci j'aurais voulu le mettre avant les Chroniques de Spiderwick et avant Inanna, mais je l'ai mal classé parce que je lirai la suite, mais j'ai apprécié, mais ça n'a pas été un coup de cœur on va dire, et c'est Ilos de Marion Brunet qui a reçu, ou qui fait partie, non il fait partie de la sélection 2024 du prix des lecteurs, j'allais dire des lectures. J'ai bien aimé, c'est une dystopie qui vient parler en fait de tout ce qui se passerait dans notre monde en termes de réchauffement climatique, dérèglement climatique si on continue
de polluer, si on continue de ne pas faire attention à la planète entre guillemets. Et donc là ça se passe à Marseille en 2052. Il y a eu 8 tsunamis et il y a la montée des eaux qui ont complètement englouti une partie de la ville. Et donc on va y suivre plusieurs personnages qui vont essayer de tout faire pour changer le monde, faire en sorte que les plus forts, ceux qui sont au pouvoir, eh bien, décident de faire quelque chose pour améliorer le sort de la planète, protéger le peuple et juste pas se protéger eux-mêmes en continuant d'épuiser en fait les richesses de la planète. C'était bien, mais parfois j'ai trouvé que c'était pas assez soft dans la manière de traiter le sujet, c'est-à-dire que parfois ça faisait un peu bourrin, on veut parler de ça, on veut parler de ça, on veut parler de ça, et je sais pas comment vous expliquer, mais j'aurais aimé parfois que ce soit fait de manière un petit peu moins, on fout les pieds dans le plat direct, même si c'est important, mais tu peux dire exactement la même chose en le faisant parfois de manière moins un peu brutale. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais dans tous les cas j'ai bien aimé, je lirai la suite parce que j'ai trouvé ça cool, mais j'ai apprécié des dystopies bien plus que celle-ci. Il y a une romance dans mon top meilleure lecture de ce mois-ci et c'est Better Than the Movies de Lynn Painter. Je pensais pas du tout autant apprécier. Quand les éditions Comet m'ont proposé de le recevoir, je me suis dit allez, je tente parce que c'est la période pendant laquelle j'ai envie de me mettre à lire un petit peu plus de romances et j'ai pas du tout été déçue. J'ai passé un super bon moment. D'abord, je vous parle un petit peu du résumé. On y suit donc Liz Buxbaum qui est fan de comédie romantique, ça j'ai beaucoup aimé ce côté-là, fan de cinéma et de musique, et elle croit en l'amour avec un grand A depuis toujours puisqu'elle a toujours regardé ces films-là avec sa mère et elle en est sûre, le prince charmant est forcément là quelque part à l'attendre. Sauf que à l'approche de la fin du lycée et du bal de promo, eh bien ses espoirs de trouver le garçon idéal s'amenuisent. Sauf que voilà, Michael Young, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier après 10 ans loin d'elle, à quelques semaines du bal de promo, ça ne peut être qu'un signe du destin. Pour attirer l'attention de Michael et l'accompagner au bal, Liz est prête à tout, même à former une alliance avec Wes Bennett, son détestable voisin et ennemi d'enfance. Autant vous dire que c'est vraiment la romance feel good, sans smut. Si vous avez envie de lire des trucs doux et vous n'avez pas forcément envie de lire un livre avec du cul à chaque fois, celui-ci il est vraiment très bien parce que ça se passe au lycée, c'est tout doux, c'est très focus sur l'alchimie et réussir à voir quelqu'un plus forcément à travers ses yeux d'enfant en fait. C'est ça que j'ai aimé, c'est arrêter de rester bloqué sur l'image qu'on a toujours eue de quelqu'un et apprendre à le connaître et à se rendre compte que les gens évoluent au fil des années. On a un personnage aussi, le personnage principal féminin, qui a beaucoup de mal à faire son deuil puisqu'elle a perdu sa mère, on le sait dès le début du roman. Et du coup, elle a toutes ces idées préconçues de l'amour, ces choses qu'elle veut parce qu'elle a toujours vécu ça à travers les yeux de sa mère aussi. Et c'est ça qui rend sa vie, en fait, entre guillemets, si compliquée, c'est qu'elle vit tout à travers son deuil et les espoirs d'amour qu'elle s'était créés avec sa mère. Mais j'ai vraiment adoré, j'adore la relation qu'elle a avec Wes Bennett, donc son voisin, ce truc un peu de ennemis, mais en même temps ils sont très proches et c'est toujours sur la touche de l'humour. J'ai adoré les références à la musique, les références aux comédies romantiques, même si moi j'en lis très peu. J'ai trouvé que c'était très bien fait. On a toujours un passage de comédie romantique au début de chaque chapitre et beaucoup de références à la musique puisque notre personnage principal écoute toujours des playlists pour les événements. Elle fait des playlists pour chaque truc et je trouve ça trop stylé, j'ai trop aimé. C'est tout doux, ça se lit tout seul, je peux que vous le recommander. Et en termes de saga, je vous avais dit que j'avais lu une saga en entier ce mois-ci et c'est la saga Wayward Pines de Blake Crouch. Donc on a le tome 1, le tome 2, le tome 3, je ne vous montre pas trop la couverture parce qu'elle spoil un petit peu, on va dire, de Blake Crouch. Je crois que je vous l'ai déjà dit mais c'est pas grave, publié aux éditions Goldmeister, je crois que ça se prononce comme ça, dans la collection Totem. J'adore Blake Crouch, j'ai toujours aimé cet auteur, mais je l'ai souvent plus lu dans de la science-fiction dystopique et donc là je m'attendais pas trop à ce livre-ci. Enfin, cette manière en fait de raconter l'histoire assez différente. Et pour vous parler du résumé, on y suit notre personnage principal qui est un agent fédéral qui s'appelle Ethan Burke et qui va reprendre conscience, seul et blessé dans les rues de Wayward Pines, une petite bourgade tranquille de l'Idaho. Le problème, c'est qu'il est partiellement amnésique. Il se souvient seulement qu'il doit retrouver 2 autres agents qui ont mystérieusement disparu dans la région, sauf qu'il se rend vite compte qu'il a pas de papier, pas de téléphone, et qu'en dépit de ses efforts, eh bien, tout le monde refuse de l'aider à joindre sa femme et son supérieur hiérarchique, ou même n'importe qui du monde extérieur. Et lorsqu'Ethan retrouve le cadavre horriblement mutilé de l'un des agents qu'il recherchait, eh bien l'étrangeté cède place à un danger mortel. C'est maintenant sûr, il y a quelque chose de pourri à Wayward Pines. Et j'ai adoré. Autant vous dire que j'ai tellement aimé que j'ai dit à ma copine Laura Lee qu'il fallait qu'elle le découvre. Elle l'a entamé et elle a enchaîné les 3 tomes avec moi. Voilà. C'est la première fois que je fais ça où vraiment, en quelques jours, je pense qu'en 3-4 jours, j'avais lu les 3 tomes à la suite. D'habitude, je me lasse et j'ai envie de sortir de l'univers pour mieux y retourner. Là, je ne pouvais pas, j'étais obligée de m'enchaîner les 3 tomes à la suite. Ça se lit tout seul. Il y a cette vibe un peu Twin Peaks et Stephen King. Ils en parlent d'ailleurs sur le bandeau qui est sur le livre quand on l'achète. Et clairement, c'est ça. Il y a ce truc aussi un peu vibe. Parfois, je retrouvais la vibe de Under the Dome. Donc, tous ces trucs-là où tu sais qu'il y a un truc vraiment très, très, très bizarre dans cette ville.
mais tu sais pas quoi, et t'as le point de vue du personnage principal, donc t'es un peu aussi perdu que lui. Plus t'avances dans l'histoire, il y a ce truc aussi de, je m'étais dit, si on apprend vraiment ce qui se passe à la fin du tome 1, qu'est-ce qui va se passer dans la suite? J'ai pas du tout été déçue. Même la fin, la toute fin de la trilogie, j'ai pas été déçue du tout, ce qui est assez rare parce que je trouve que c'est dur parfois de garder une fin à la hauteur de la trilogie. Et là, j'ai vraiment trouvé que c'était très 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 bien fait. D'ailleurs, Blake Crouch sera en dédicace, je crois, le 17 mai à Paris. Autant vous dire que j'y serai pour faire dédicacer ces trois-là. Et peut-être d'autres livres, mais je suis pas sûre que je puisse emmener trop de livres non plus. Mais je peux que vous recommander cette saga, vraiment, elle est incroyable. L'avant-dernier livre dont je veux vous parler, donc les livres là, on est dans les livres, hein, donc c'est sûr que je rachèterai des livres dès qu'ils vont en sortir, y compris avec Blake Crouch. Et on enchaîne avec Emily Henry, puisque j'ai lu Funny Story, donc son tout dernier roman, sa toute dernière romance. Et je l'ai adoré, comme vous pouvez le voir au nombre de post-it que j'ai mis à l'intérieur. Vraiment, je l'ai dévoré. Ça faisait quelques années maintenant que les dernières sorties d'Emily Henry n'étaient pas mes préférées, puisque mes livres préférés de cette autrice sont Book Lovers, non, Lapsus, non, Book Lovers je l'ai pas aimé, sont Beach Read et You and Me on Vacation, aussi appelé People We Meet on Vacation, c'est mes deux préférés. J'ai moins aimé Book Lovers et j'ai vraiment pas trop accroché avec Happy Place, mais alors celui-ci, c'est mon préféré de tous les livres de cet auteur, vraiment, je l'ai adoré. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré leur alchimie, j'ai adoré les problématiques qu'avaient les personnages et qui doivent surmonter au fur et à mesure, tout le côté aspect psychologique, les barrières qui se mettent et la perception qu'ils ont en fait de l'autre, les traumas aussi, comment est-ce que ça influence la manière dont ils osent ou n'osent pas se mettre dans une relation. J'ai vraiment trop aimé. Et on y suit donc nos deux personnages principaux qui sont Daphné et Miles. Daphné, elle allait se marier avec celui qu'elle pensait être l'amour de sa vie, sauf que le mec, il va la quitter du jour au lendemain pour Petra, sa meilleure pote à lui, sa meilleure amie d'enfance, et il lui a toujours dit qu'il n'y avait rien entre eux, mais là il lui dit non, je suis désolée, je te quitte pour aller mettre avec ma meilleure amie d'enfance. Et Petra, c'est qui? La petite amie de Miles à la base. Donc ils se font tous les deux jetés par leurs compagnons respectifs pour que eux ils se mettent ensemble, et donc eux deux se retrouvent tout seuls. Et elle est la personne où elle est, Daphné, donc elle va demander à Miles, est-ce que je peux devenir ta colocataire en attendant de retrouver un autre endroit où vivre. Et ils se retrouvent colocataires ensemble. Va alors leur venir l'idée très ingénieuse de faire semblant de sortir ensemble pour rendre jaloux leur ex-compagnon et peut-être espérer un déclic. Sauf que vous connaissez tous le fake dating. Généralement, ça peut devenir un petit peu plus réel. Et j'ai adoré l'alchimie entre Miles et Daphné, j'ai adoré leur amitié, j'ai adoré leur manière de se confier. Et vraiment, il y a des citations, comme vous en doutez, j'ai tellement annoté le livre. J'ai tout adoré dans ce livre, vraiment. Et ouais, l'alchimie qu'il y a entre les deux personnages, je l'ai ressentie à travers les pages à chaque fois. Je les ai tous les deux aimés. J'ai adoré Miles malgré sa dégaine très chelou, parce que le mec il porte des crocs et il a des tatouages de Popeye sur le torse. Il fume de la beuh aussi accessoirement, qui est vraiment pas trop mon style d'homme de base, mais il a ce truc d'être fondamentalement gentil, fondamentalement à l'écoute. Il va toujours faire attention aux besoins de Daphné, des gens autour de lui. En fait, c'est quelqu'un qui est très apprécié parce qu'il est juste gentil. Il fait pas semblant d'être gentil, c'est vraiment un mec très bien. Et j'ai adoré voir aussi Daphné qui projette souvent ses insécurités, et Miles fait pareil, et la manière dont il surmonte ça, enfin bref, j'ai trop aimé. J'ai aimé le contexte de leur petite ville à côté du lac Michigan, j'ai trop aimé, et je suis dégoûtée de devoir attendre encore un an du coup pour le prochain Emily Henry. Et enfin, j'étais obligée de mettre celui-ci en dernier parce que c'est celui dont j'achète tous les livres, enfin non, j'avoue que je négocie avec Fleuve Édition parce que j'ai la chance d'être partenaire, donc à chaque fois que je vois qu'ils vont sortir un livre de Franck Tillier, je suis là, s'il vous plaît, est-ce que je peux le recevoir, avec l'espoir de le recevoir le plus tôt possible. Et ils sont adorables parce qu'à chaque fois ils me l'envoient, et autant vous dire que dès que je le reçois, c'est fini pour mes autres lectures en cours, c'est mis en pause direct et je ne lis plus que ça. Clairement, c'est ce que j'ai fait. J'étais en train de lire tout Twisted Crowns, qui aurait pu être dans ce bilan lecture mais qui n'y a pas été à cause de celui-ci. Et donc son tout dernier, c'est Norfairville, où on y suit un nouveau protagoniste, enfin deux nouveaux protagonistes. Je ne sais pas si on les retrouvera dans d'autres histoires, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé les découvrir. Pour parler du résumé, là je lis le résumé, je vous fais pas forcément trop le résumé à ma sauce parce que dans les thrillers j'ai toujours peur de donner un peu trop d'informations, et là je trouvais que le résumé de celui-ci n'en donnait pas trop. C'est écrit: détective et criminologue à Lyon, Teddy Chaffran apprend que le corps de sa fille a été découvert dans une ville minière très isolée du Grand Nord québécois, Norfairville. Morgane a été sauvagement mutilée, abandonnée dans la neige non loin d'une réserve autochtone. Sans réfléchir, Teddy plaque tout pour se rendre sur place, bien décidé à comprendre ce qui s'est passé. Là-bas, Léonie Rock, une flic métisse, est mise sur l'affaire. Elle est alors contrainte de renouer avec cet endroit coupé de tout, où elle est née et où, adolescente, 3 inconnus l'ont violée. Un retour vers son enfer, alors que les températures frôlent les -20 degrés.
Ensemble, ces deux êtres éprouvés par la vie vont se démener pour trouver des réponses malgré l'inhospitalité de la nature et des hommes. Et vraiment, je pense que c'est un de mes Franck Thilliez préférés qu'il a sorti dans ces dernières années. J'avoue être grande fan de toute la saga autour de Charcot, donc ça reste généralement mes livres préférés. Mais là, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré tout le côté aussi très engagé de l'histoire où on vient parler du traitement des autochtones au Canada. C'est un sujet, un des très grands axes de l'intrigue qui est tout autour aussi de l'intrigue policière. J'ai trouvé que c'est très bien fait. On ressentait vraiment cette ambiance, comme il le dit, de la campagne isolée du Canada, loin de tout, où tu passes plus de 2 minutes dehors en pleine tempête, tu meurs directement. Enfin bref, il y avait ce truc il nous a parfaitement mis dans cette ambiance-là, alors que moi je suis jamais allée au Canada, donc j'y connais rien, mais j'ai vraiment adoré la manière dont ça a été dépeint. L'ambiance était vraiment très prenante, cette ambiance glaciale au fil des pages. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, le dénouement comme d'habitude, j'ai bien aimé la manière dont construit cette intrigue et à chaque fois je suis rarement déçue du plot twist. J'ai aimé les personnages. Le seul truc que j'aurais à dire, c'est qu'il a un petit problème, Franck Thilliez, avec les romances différences d'âge. J'ai un peu l'impression. Bon, après, il a un problème aussi avec le fait de martyriser ses personnages, mais ça, si vous lisez Franck Thilliez, vous le savez. Mais encore une fois, un thriller qui se dévore tout seul. Enfin, les livres de Franck Thilliez, de toute façon, je peux les lire en 1 ou 2 jours facile. Et voilà, je pense que c'est un de mes préférés. Je l'ai préféré à La Faille, qui est sorti l'année dernière. J'ai préféré celui-ci. Et juste derrière, c'est écrit « Dans l'univers hostile du Grand Nord, personne ne vous entend crier ». Et voilà pour mon bilan lecture du mois d'avril. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé un petit peu cette manière de changer le format entre grosses guillemets. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.